Monsieur Tam, et frère Axel et compatriotes moyo, bonjour, bonsoir à nous toutes. Dans mes quoi, c'est toujours serviteur nous, amis, nous merci Dieu, un plaisir pour nous capable ensemble avec nous. Et jeudi, dimanche, et 12 et novembre, et toute équipe là déjà mobilisée, nous pourrons la partager avec vous. Et quelques parmi nouvelles et qui dominé l'actualité. 12 novembre 2023, bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Magique 900.9, son plaisir pour nous rentrer la carte pour nous porter numéro panel Magique Sabou. On a remercié tout le monde qui branche sur 100.9 là. On a remercié tout internaute qui branche sur différentes plateformes Facebook, que ce soit sur page Facebook, nous faisons Ticket Magazine Magique 9. Ou bien tous les téléspectateurs qui ont regardé sous Télé 20, on a remercié Edwin Jean-Charles et Bernard Auguste Mac dans la réalisation. Hein. Encore une fois, nous disons merci pour fidélité à Antenza. Au compte format émission déjà, on a commencé avec Telegram Actualité. Hein, avant que jeudi, nous diffusions deux entretiens, nous réalisés au cours de semaines pour vous-même. Dans Telegram Actualité, on a parlé justement de rectorat Université d'État d'Haïti avec le ministère des Affaires étrangères et des cultes en partenariat avec l'Académie diplomatique Jean-Price Mars et puis Société haïtienne d'histoire de géographie et de géologie, Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti avec chaire UNESCO en histoire et patrimoine de l'Université d'État d'Haïti qui a organisé du 14 au 16 novembre un colloque international sur la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples, à la lutte globale contre l'esclavage et la colonisation, en prélude justement à 220e anniversaire bataille de Vertières. Nous avons également pour nous justement parler ensemble avec vous, alors partager l'information avec vous, la police qui a annoncé l'arrestation de 3 individus pour complicité l'activité gang et à 3 Mounsao, c'est 3 filles appréhendées dans le département centre pays. Et entretien pour diffuser pour vous, c'est un entretien nous réalisé ensemble avec Georges Cassis et son état des lieux de agro-industrie et puis relance production nationale et dans le pays. Nous avons également pour nous diffuser un entretien réalisé avec François Giraud, qui est nouvel ambassadeur au Canada en Haïti, sous nouveau programme d'immigration, appui et APNH, déploiement de la force multinationale, dialogue interhaïtien, sanctions. Et c'est entre autres points ça que nous avons justement ensemble avec lui. Nous avons dit là, du 14 au 16 novembre 2023, rectorat Université d'État d'Haïti avec le ministère des Affaires étrangères et des cultes en partenariat avec l'Académie diplomatique Jean-Price Mars, avec Société haïtienne d'histoire et de géographie et de géologie, Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, ira avec chaire UNESCO en Haïti en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, a organisé un colloque international sous contribution Haïti à émancipation en peuple et plusieurs peuples justement, lutte globale contre l'esclavage et la colonisation et un colloque ça et la fête en prélude à 220e anniversaire bataille de Vertières. Colloque ça a fait en format hybride, en ligne, et puis à l'hôtel Montana. Dans colloque ça, organisateurs ont souhaité analyser, porter révolution haïtienne et surtout rappeler contribution Haïti à émancipation peuple Amérique yo. Colloque là l'a fait en baptême contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Il gagne plusieurs objectifs principaux. Intervenant pour analyser porter révolution haïtienne avec impact proclamation indépendance d'Haïti dans l'économie mode capitaliste dans l'époque là. Il va également rappeler contribution Haïti dans l'émancipation peuple Amérique, notamment en Amérique latine et à poli et à construction en pan américanisme. Intervenant tout à profiter rappeler lutte révolution haïtienne générée au niveau global contre le système d'économie politique esclavagiste avec régime d'exploitation coloniale qui est établi comme une doctrine et une idéologie dominante sur plusieurs latitudes, en particulier en Europe, en Afrique
en Amérique. Intervenant, il a pour analyser place Haïti dans le monde là. Je dis, il a considéré ça qui peut être fait alors il a considéré ou bien inventé une façon pour rebailler pays ça en place honorable qui digne de histoire émancipation liée. Dans colloque sous contribution Haïti dans la lutte contre l'esclavage, la colonisation a gagné plusieurs intervenants de chercheurs haïtiens tant qu'étrangers pour la première journée, soit 14 novembre. Professeur Franz Voltaire a intervenu sous thème Haïti, Maman Liberté. Il y a un autre panel qui a fait un petit craspi et pita à baptême Impact de la Révolution haïtienne dans les grandes Antilles. Pendant la journée, ça, Dr Quisqueya Laura, professeur à l'Université autonome de Santo Domingo, en République dominicaine, a présenté intervention parlant autour du thème Écho de la Révolution haïtienne en Cuba. Et à partir de los oraciones, à partir de los oraciones. On a proposé nos amis auditeurs internautes et téléspectateurs, j'ai noté annoncer ça, nous pourrons le permettre autant d'entretien ça, nous réalisé avec François Géo, qui est ambassadeur Canada en Haïti, sous nouveau programme d'immigration. Appui à PNH, déploiement en force multinationale et dialogue interhaïtien. Sanctions, c'est un truc de points nous avons abordé ensemble avec lui. En côté. Ambassadeur Canada en Haïti. Puis nous pourrons parler sur le nouveau programme Immigration Canada, appui pour PNH, déploiement force multinationale, dialogue interhaïtien et les sanctions. Oui, tout à fait. C'est pour nous de recevoir le nouvel ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, André-François Giroux. Bienvenue sur Magic 9. Vous avez étudié une petite présentation rapide. Vous avez étudié le droit à l'Université de Montréal en 92, le droit des affaires internationales à l'Université McGill en 94, le droit européen communautaire au Collège d'Europe en 95. Vous avez commencé votre carrière au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de votre pays en 95. Et vous avez été aussi affecté à l'étranger à la mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à New York entre 96 et 99, en partie pendant le mandat du Canada au Conseil de sécurité, en tant que bien sûr conseiller à l'ambassade en France. Et au Canada, vous étiez affecté à la direction générale du droit commercial international, à la direction des relations économiques internationales et des sommets et au bureau protocole, ambassadeur au Danemark de 2012 à 2016, puis secrétaire de l'ANENA et directeur et du secrétariat des accords commerciaux. Et votre dernier poste de la diplomatie du Canada avant d'être nommé ambassadeur en Haïti a été à Sydney comme consul général. Un long CV, un gros bout de ton CV capitaine à terre, un long CV. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Merci. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir la chance de discuter avec vous ce matin. Bonjour. Merci, merci. De la tranquillité à Sydney pour venir en Haïti, comment avez-vous accueilli votre nomination à Port-au-Prince? Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'excitation aussi, parce que c'est pour, comme vous savez, pour le Canada, la relation avec Haïti est une relation très spéciale. Une relation qui date depuis pratiquement 70 ans de relations diplomatiques, mais un engagement assez substantiel du Canada ici en Haïti depuis au moins plus de 30 ans. Donc, c'est sûr que c'est l'immensité des actes d'intervention qui sont très intéressants. C'est si une chose que je peux vous dire, c'est que je me sens bien appuyé par mes autorités, par ma centrale. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre sur le dossier haïtien. Je sais que vous êtes un diplomate de carrière. Vous arrivez en Haïti dans un contexte particulièrement difficile pour les Haïtiens. Est-ce que votre prédécesseur, Sébastien Carrière, vous avait prodigué des conseils?
Écoutez, oui, la première chose que j'ai fait quand je savais que j'étais considéré pour le poste, ça a été de communiquer avec Sébastien, que je connais depuis quelques années. Et on a eu la chance de discuter en long et en large des défis, des opportunités. Et je suis en contact encore régulièrement avec lui. Je pense qu'il est toujours ici psychologiquement. Donc, pour lui, c'était des belles années et je sais qu'il fait tout ce qu'il peut pour m'accompagner dans ces nouveaux défis. On va aborder plusieurs points, notamment la sécurité, la participation du Canada à la mission multinationale. Et avant, je voudrais avoir pour notre auditoire votre lecture de la crise haïtienne, monsieur l'ambassadeur. Ben, comme vous l'avez mentionné, il ne fait aucun doute qu'il y a une crise humanitaire et une crise sécuritaire. Le Canada, moi j'étais ici, vous avez mentionné mon CV, quand j'étais à New York, alors que le Canada était au Conseil de sécurité, j'étais responsable pour la question Haïti et j'avais eu la chance de venir passer du temps ici, alors que je couvrais le dossier de New York. Et c'est sûr que le contraste est flagrant entre mon expérience en 1999 et maintenant. Donc, c'est pour ça que, crise humanitaire, c'est sûr, il y a beaucoup, le Canada continue à s'impliquer très, très directement dans le développement. On y croit beaucoup. L'année dernière, plus de 125 millions ont été affectés aux différents programmes. Mais compte tenu de la crise sécuritaire, on a ajouté un 100 millions de dollars additionnels qui a été annoncé au mois de mars dernier pour venir en appui direct à la police nationale haïtienne parce qu'on croit que le moment est critique. La police a besoin d'un appui. C'est la solution à long terme. Donc, nos efforts sont vraiment de construire, d'appuyer la police pour qu'elle puisse faire son travail sur le long terme. Donc, voilà, c'est un peu là où on en est. Évidemment, avec l'attente, on est en attente d'élection, hein, vous savez. Donc, il y a aussi cette problématique. Et lorsque le premier ministre Trudeau a vu M. Henry, le docteur Henry, à Ottawa le mois dernier, il lui a aussi parlé de l'importance d'engager un dialogue politique inclusif afin que lorsque la mission multinationale arrivera, Haïti puisse parler d'une voix relativement unanime pour la diriger. Parce que je ne veux pas, cette mission, elle est là pour appuyer la police, pour appuyer la sécurité en Haïti et c'est important qu'on ait ce consensus minimum inclusif qui permet à la mission d'avoir un interlocuteur. Tout à fait. On va revenir sur la police nationale et aussi sur la participation du Canada à la mission multinationale. Abordons d'abord le dossier de la migration. Votre ministre de l'immigration... Pardonnez-moi, juste avant d'avancer avec la migration, en mars dernier, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, le Premier ministre Trudeau a annoncé l'allocation de 100 millions de dollars. À date, quid du décaissement? Nous sommes arrivés à quel montant en termes de décaissement? Est-ce que, en parallèle, la police nationale d'Haïti, les autorités haïtiennes ont élaboré des projets prêts à être financés? Donnez-nous des détails à ce niveau pour que l'on puisse voir l'évolution de cette partie-là de la coopération, s'il vous plaît. Oui, on est jusqu'à présent, 42,5 millions des 100 millions ont été engagés, donc des projets concrets. Évidemment, le défi, c'est toujours de s'assurer que cet argent-là est dépensé de façon judicieuse pour avoir le plus d'impact et que l'équipement qui est acheté, les programmes qui sont mis en place perdurent dans le temps. Donc, effectivement, pour s'assurer de tout ça, on a mis aussi en place un processus de coordination où on a vraiment agrandi notre équipe. Quand je disais que j'avais beaucoup de gens à Ottawa qui travaillent, c'est des gens qui sont à Ottawa, qui sont ici à Port-au-Prince, des techniciens, des gens, des experts, des policiers,
qui comprennent le langage, qui comprennent les besoins. Donc, beaucoup d'efforts va à justement avoir ce dialogue continu avec la police nationale haïtienne pour s'assurer qu'on comprend bien leurs besoins et aussi s'assurer que la communauté internationale, pas juste le Canada, y réponde de façon coordonnée, de façon à ce que dans le long terme, tous ces efforts, tous ces investissements portent fruit. Il a été dit également qu'une partie de l'enveloppe serait utilisée pour l'acquisition d'équipements létaux, ce qui était une avancée compte tenu des restrictions et des difficultés évoquées en termes d'appui dans ce secteur-là, qui est vital pour la PNH. Est-ce que vous pouvez ventiler plus ou moins les investissements effectués avec les 42 millions? Est-ce qu'il y a eu acquisition pour la PNH d'armes, de blindés et d'autres équipements pour renforcer ses capacités opérationnelles pour rétablir la sécurité? Écoutez, c'est le 42.5, c'est vraiment un mélange en ce moment d'aide à la reconstruction des commissariats qui ont été endommagés par les gangs, l'amélioration des équipements pour la police des frontières et des douanes, et aussi de la formation spécialisée qui sera donnée par la Gendarmerie royale du Canada. Okay. Malheureusement, ce matin, je ne peux pas vous en dire plus, mais okay. Pour le plaisir de faire des suivis. Oui. Okay. Sur ce point, Robertson, parallèlement à l'enveloppe des 100 millions de dollars, et récemment, le Premier ministre Trudeau, lors du sommet CARICOM et Canada, avait annoncé une enveloppe de 3,4 millions de dollars pour l'achat d'équipements pour lutter contre la violence en Haïti, etc., etc. Quid de cette annonce? Oui. C'est un projet plus spécifique d'appui aux armes. C'est un projet spécifique qui fait partie des 42.5. Donc, c'était le petit dernier projet qui venait d'être approuvé. OK. Une dernière précision aussi. Parallèlement à ces 100 millions de dollars, le Canada contribue au Basket Fund. Oui. D'appui à la PNH. Oui, évidemment. OK. C'est ça? Pour dire qu'effectivement, l'approche, c'est on travaille en étroite collaboration avec nos collègues de la BNU, les Nations Unies, les autres donateurs. On croit beaucoup à l'utilité du Basket Fund, mais en supplément à nos contributions au Basket Fund, on a aussi nos investissements plus bilatéraux. Et d'où l'importance de tous très bien se coordonner pour qu'on mette l'énergie là où c'est utile et nécessaire. Autre point, je rappelle que nous avons en ligne avec nous le nouvel ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, M. Giroux, sur l'immigration. Le ministre canadien de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté avait annoncé, je crois que c'était au début du mois d'octobre, une nouvelle voie, un nouveau programme pour le Canada qui permettra à environ 15 millions de migrants colombiens, haïtiens et vénézuéliens de s'établir de façon régulière, permanente. 15 000, pardon pour le lapsus. Et 15 000 migrants. De s'établir légalement au Canada. Donnez-nous des détails sur ce programme, monsieur l'ambassadeur. Bon, et vous avez bien raison, c'est 15 000, c'est un programme qui vient répondre à la situation humanitaire ici. C'est essentiellement pour les ressortissants du Venezuela, de la Colombie et d'Haïti. On a mis en place un mécanisme qui facilite l'immigration légale au Canada. Il suffit d'avoir soit un parent, un frère, une sœur, un enfant qui est résident canadien et qui peut nous commanditer, si je peux utiliser le terme. Et nous avons, c'est un peu le même principe que la réunification familiale, mais on a élargi la définition de famille pour inclure les frères et les sœurs et les enfants adultes.
Normalement, la définition de la famille est un petit peu plus limitée, mais dans les circonstances, on l'a élargi. Donc, si on a effectivement un membre de notre famille élargie qui est au Canada, ben, il y a possibilité de prendre part au programme. L'objectif, c'est de gérer assez rapidement, de façon à ce que tout soit réglé d'ici bon, ça ne se fera pas avant probablement l'année prochaine, mais dans les termes d'immigration, c'est quand même assez rapide. Et vous êtes toujours là? Oui, on est là, on reçoit. Oui, Célestin, ça va? Ça va, Célestin? Oui. Oui, ça va. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Donc, comme je vous disais, ce sont essentiellement les grandes lignes. La chose qu'il faut garder en tête, par contre, le Québec a opté de ne pas participer. Donc, le membre de la famille doit être un résident canadien partout au Canada, exclu le Québec. C'est important de le mentionner. Prenons un exemple concret, monsieur l'ambassadeur. Je suis actuellement au Canada. Que dois-je faire? 1, 2, 3, les étapes pour appliquer pour un proche en Haïti. Donc, vous êtes le résident canadien ou le citoyen canadien qui aimerait sponsoriser un des membres de sa famille, ou vous êtes le membre de la famille qui est déjà au Canada? Peu importe. L'important, c'est de trouver... Je pense que ici, l'important, c'est le portail va s'ouvrir bientôt. Nous allons communiquer tous les détails dans les jours à venir sur nos différents médias sociaux. Mais le plus important, je dirais, dans l'immédiat, c'est de trouver ces relations familiales et évidemment d'avoir tous vos documents en ordre. Et dès que le portail s'ouvrira, ça pourra aller très vite. Donc, il faut être, pour appliquer pour quelqu'un en Haïti, il faut être un résident permanent ou un citoyen canadien. Il faut être résident permanent ou citoyen canadien. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le sponsor, c'est celui qui vous qui peut vous accompagner. Mais pour le reste, voilà, c'est ça. Maintenant, pourquoi ce refus de la part du Québec? Ah, ça, faudra demander au Québec, monsieur. Malheureusement, je peux pas répondre pour eux, mais nous avons le Canada, le gouvernement fédéral. Vous parlez comme si... Pardon? Oui. Vous parlez comme si le Québec ne faisait pas partie du Canada, dont vous êtes l'ambassadeur. Mais non, j'essayais de vous expliquer. La compétence d'immigration est une compétence fédérale, mais le gouvernement fédéral a une entente particulière avec la province de Québec qui souhaite gérer sa propre immigration. Donc, étant une fédération relativement flexible, le Québec a souhaité cette entente avec le gouvernement fédéral. Et en vertu de cette entente, le Québec détermine ses propres priorités en immigration. Et dans les circonstances particulières de ce programme, le Québec a choisi de ne pas participer. Mais dans le fond, une fois un visa approuvé pour quel que soit le ressortissant, il peut circuler n'importe où au Canada, Québec, Ottawa, n'importe où. Je pense que vous avez raison sur ces questions, oui, tout à fait. Maintenant, il y a d'autres pays. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou il y a un quota pour chaque pays, monsieur l'ambassadeur? À ma connaissance, il n'y a pas de quota pour chaque pays, mais évidemment, ce sera important de ne pas tarder, dès que le portail s'ouvre, de soumettre les documents à temps, parce que ça peut se remplir très vite. Oui, donc, premier arrivé, premier servi, first come, first serve, si j'ai bien compris. C'est souvent le cas. Je sais pas si... Je peux pas parler pour IRCC ici s'ils ont d'autres... Ils vont avoir d'autres façons de traiter, de prioriser, mais sur la base, il y a 15 000 places et puis voilà, ça va s'ouvrir bientôt. Bientôt, il n'y a pas de date précise pour... Non, moi je croyais que c'était déjà le cas, mais on m'a bien indiqué que ça s'en vient très bientôt, mais que ce n'est pas